Donc la dernière fois, on avait commencé avec la vessie, le rein, et là, on va passer à la prostate parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Les gens, pendant le Covid, ont travaillé. Ils nous ont revu tout le Blue Book et l'OMS. Et peut-être que j'aurai des réponses à vos questions. Peut-être, je ne suis pas encore sûr, mais les nouvelles entités qui ont été intégrées répondent au fait, effectivement, aux discordances, entre parenthèses, de l'imagerie et ce qu'on retrouve. Et ce qui a été développé et aussi détaillé dans le nouveau OMS, c'est les entités de néoplasie intraprostatique. L'adénocarcinome intraductal, et ça, ça nous pose un casse-tête. Moi, personnellement, j'en ai vu rarement. Et quand j'ai lu ça, d'ailleurs, je vous remercie, ça nous a permis de remettre les choses en place. C'est qu'on doit peut-être revoir nos biopsies. Et l'adénocarcinome pin-like, et je pense que c'est ça qui pose problème dans les Pirates 1-2, et qui est un adénocarcinome bien différenciant, soi-disant, mais c'est une entité de zone grise entre le PIN et l'adénocarcinome. Et l'entité de carcinome neuroendocrine, et bien sûr, c'est inéluctable, la génomique est là, et on faudra faire avec. Il y a eu un petit changement sur la taxonomie, et on a intégré l'adénocarcinome acineux, ductal, l'adénocarcinome neuroendocrine suite à un traitement, et les entités adénosquameux, on en a vu quelques fois, on a été très gêné pour les gérer, mais des primitifs existent. Épidermoïde primitif de la prostate. Et ce qui était avant le basal cell carcinoma, le carcinome basaloïde, est intégré maintenant dans les carcinomes adénoïdes kystiques. En fait, il y a eu une intégration de tous les adénocarcinomes de type salivaire, comme dans le sein, comme dans le poumon, et ici aussi au niveau de la prostate. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un marqueur spécifique qui est le MIB. Et ça nous impose d'avoir soit l'anticorps, soit de le faire dans le fiche, parce que ça a un impact aussi thérapeutique. Il faut savoir, pour clore ce sujet, qu'ils sont HER2+. Donc ça pourrait vous donner des possibilités thérapeutiques. Donc voilà pour cette entité qui a été intégrée. Et bien sûr, les tumeurs mésenchymateuses, qui n'est pas le sujet du jour. Il y a aussi un changement sur la terminologie, encore une fois. On ne parle plus de variant. Le variant, c'est pour les anomalies génétiques, quel que soit l'organe. On parle de sous-type dans le cas de l'adénocarcinome acineux, avec des entités spécifiques à reconnaître. L'adénocarcinome acylule isolé, quand la composante acylule isolée est de plus de 25%. Le carcinome sarcomatoïde, c'est une entité... c'est bon? Le carcinome pléomorphe à cellules géantes, et ce qui est important et qu'on un peu plus détaillé, qui a été très détaillé dans le Blue Book et aussi dans les articles par la suite des différentes sociétés, c'est le carcinome prostatique pin-like. En fait, on reconnaît enfin une zone grise, une zone intermédiaire entre le pin et le carcinome, mais c'est un carcinome. Si on répond pin-like, ça veut dire que vous devez aller opérer. Que déjà maintenant, que ça soit clair. Un pin, c'est un pin, et un carcinome pin-like, c'est un carcinome que vous devez mettre en considération, prenez en considération. Ah, ça c'est à vous de voir. Surveillez-le, opérez-le, mais traitez-le. Galsimo Doni, je me mouille choui, hein, mais je ne vais pas dire opère. Je ne suis pas chirurgien. Par contre, il y a d'autres qui se posent des problèmes et qu'on doit aussi revoir. C'est l'adénocarcinome atrophique avec expression aberrante de la P63. Avant, on jurait que quand il n'y a pas de P63, c'est tumoral, mais là, il faut revoir aussi. Donc ça, c'est très histologique. Le diagnostic n'a pas changé. Il est morphologique. Il est basé sur l'hématéinéosine, au faible grossissement, 10 et 4, sur un aspect infiltrant, microglandulaire, une stratification, la perte de la couche basale, et bien sûr, le nucléole prédominant. Les autres éléments aussi, c'est les micronodules. La glomérulation est importante, on va en parler, et l'engrainement périnerveux. L'immunohistochimie, elle a sa place, très bien indiquée, notamment quand on veut faire la part des choses, on a un handicap différencié et un carcinome urothélial, bien reconnaître le contingent endocrine. Expérience personnelle sur une méta, on savait qu'il y avait une composante endocrine, on n'a fait qu'une chromo-synapto, tout était négatif, mais on a dû pousser loin. Il faut aller sur plus de 3 marqueurs à 4 marqueurs pour identifier une composante endocrine dans la prostate. C'est pas comme dans le poumon, il faut faire attention à cela. Même vous, avec vos pathologistes. Moi, je me suis fait avoir sur un ébus, on a fait chromosynapto négatif, mais les marqueurs étaient élevés. Et on a dû refaire, effectivement. Il faut utiliser plus que 2 marqueurs dans le cas de la prostate. Ça peut jouer des tours. Autre chose, on a beaucoup de prostatites granulomateuses. Elles peuvent parfois simuler un ADK en bague à chaton.
Après, vous vous opérez, vous ne trouvez rien, il y a eu des histoires comme ça. Il faut faire attention aux ADK prostatiques granulomateuses. Beaucoup d'infections, beaucoup de contextes et peuvent être piégeantes sur les biopsies. Les lésions prolifératives intraductales, ça c'est important. Ça a été une entité qui a été très très bien discutée parce que c'est une entité, je dirais, de départ. La première des choses, le PIN de bas grade n'existe plus. Il n'a aucun substratum génomique, il n'a aucun impact pronostique ou thérapeutique. Le PIN de haut grade existe toujours, sauf dans sa forme cribriforme. Quand vous avez une forme histologique cribriforme, vous devez chercher le carcinome intraductal, et ça change beaucoup de choses. Ça, t'es d'accord? Les critères du carcinome intraductal ont été mieux reconnus. Il faut jouer avec l'immunohistochimie aussi. Désolé, il y a un petit bug, mais bon, je pense que vous arrivez à suivre. C'est une expansion. C'est comme, en fait, on a un peu reflété au miroir ce qui se passe dans le sein. Il y a un envahissement des canaux, il y a un aspect cribriforme, il y a un aspect solide, il y a un aspect dur, il y a un aspect envahissant. Mais aussi, c'est pas toujours pur, c'est difficile sur biopsie, ça peut être aussi associé à un carcinome acinaire infiltrant. Donc il faut vraiment les reconnaître et utiliser l'immunohistochimie pour voir la perte de la basale qui est maintenue partiellement. Et aussi l'aspect des nucléoles qui fait un élément de transformation. Et il y a deux entités. Avant, elles étaient ensemble, mais on les a bien différenciées. Pourquoi? Le carcinome de type pin-like, il n'y a pas d'aspect cribriforme. Il y a quelques atypies, il y a un petit noyau, vous avez une perte totale de la couche basale qui peut être encore conservée dans le carcinome intraductal. Un carcinome intraductal, c'est cribriforme avec une conservation partielle de la couche basale et un aspect rigide. Le pin-like, par contre, il est bon. C'est un glisson de 3+3 qui explique les PIRAS 1-2 que vous avez dit tout à l'heure. Autre chose, même sur le plan génomique, c'est différent. Autant dans le carcinome intraductal, vous avez les anomalies génomiques de la prostate que vous connaissez bien, l'URG, la résistance à l'AR, autres, même du Pi3K, et qu'il y a un élément de mauvais pronostic parce que ces patients-là, c'est sûr qu'ils vont résister, c'est sûr qu'ils vont faire des rechutes biochimiques, c'est sûr qu'ils vont faire des métastases. Autant dans ce cas-là, vous avez une mutation du RAS et du RAF, c'est plus stable et ça peut durer longtemps. Vous pouvez encore, est-ce que vous le surveillez ou l'opérez? Vous êtes dans ces zones-là. Mais pour l'autre, à partir du moment qu'on dit qu'il y a une composante intraductale cribriforme, il faut faire attention. C'est un élément morphologique de mauvais pronostic qui a été bien reconnu. Le carcinome ductal prostatique, on disait que c'était les glandes de Cooper. En fait, c'est la même cellule que celle qui donne la DK acinaire. Sauf que il y a un aspect bien reconnu, c'est des papilles, c'est dur, c'est une pseudostratification, c'est des gros noyaux. C'est un substratum génomique qui peut être agressif, il est souvent mixte, et quand on le voit sur biopsie, il faut dire avec composante, et on le retrouve pur que sur les prostatectomies, et selon le nouveau Blue Book, c'est entre 0,2 et 0,4. Et ça, mais c'est une évolution que dans certains cas est très agressive. Et aussi sur des fusées jeunes. Donc le message, carcinome prostatique intraductal, il y a une association de maladie de haut grade et un risque de rechute, et un risque d'atteinte des marches et une mauvaise évolution. Le contingent cribriforme doit être noté sur biopsie ou sur prostatite, même donné en pourcentage. Il a un impact sur le pronostic et est associé à beaucoup de récidives. Le profil génomique est très agressif, on a même des Pi3K mutés dans ces cas-là. Bon, un aspect un peu pour imager, bon, j'ai encore 8 minutes, c'est bon. Bon, par contre, on va parler de ce qui se passe en urologie. Bon, les urologues, je vous adore, vous avez tendance à vous taper dessus, mais c'est international. Hein. Donc le GUPS et l'ISUP se sont scindés à cause d'une classification. Ils se respectent, on les a tous reçus à Marrakech, on a reçu Kiprov de l'ISUP et Ali Amin du GUPS. On a beaucoup rigolé, on les a pris en photo, mais ils nous ont demandé de ne pas la diffuser. Ils ont bu un verre ensemble, en rigolant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un débat sur la classification de la prostate, et notamment sur les groupes. Et ça a fini un peu en pugilat, mais là, maintenant, ils commencent à travailler ensemble. Ce qui est important, c'est que l'ISUP intègre la composante minoritaire. Le GUPS, non. Je suis plus GUPS, je suis membre du GUPS. Et je suis plus d'accord. Pourquoi? À mon humble avis, et on l'a vu, quand vous avez une composante 4 ou 5, elle prédomine. Elle doit l'intégrer. Vous êtes d'accord? Parce que c'est ça qui va changer par la suite le pronostic. Vous ne pouvez pas la considérer comme minoritaire ou peut-être passer plus. Regardez dans le groupe 3 plus 4 est égal à 7. Sur l'ISUP, on fait du 3 plus 3, 6 et on donne un petit pourcentage de pattern. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je préfère l'intégrer comme élément principal et en faire un 7 et
l'intégrer dans un groupe intermédiaire ou faire avec dès le départ. La même chose pour le 5, et la même chose dans le groupe 4 avec 5, c'est du 4 plus 9. Pour les UP, ça reste du 4 plus 4, 8. Donc attention, si vous faites une classification, vous devez donner dans quel groupe vous êtes. Est-ce qu'on va vous donner votre classification se glissant selon le GUPS ou selon la ISUP? Et ça un peu compliqué la prise en charge. Et même le Blue Book n'a pas tranché. Il a donné les deux, faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Ça, par contre, ça pose un petit problème. L'autre problème de discussion, est-ce qu'on va classer et grader un intraductal? Oui ou non? Selon le GUPS, ça ne sert à rien. Selon les UP, il faut aussi donner un grade. Le GUPS ne donne un grade que si c'est mixte avec un carcinome acillaire de plus de 7. Pourquoi? Ça ne va pas vous pousser à aller les traiter vite et rapidement. C'est important. Mais ça reste à débat et on va voir ce qui va être donné dans la littérature dans les années prochaines. Post-radiothérapie, quand il n'y a pas de réponse, on regrade. Quand il y a une réponse qui a un effet de modification thérapeutique significatif, ça ne sert à rien. On en reparlera par la suite, c'était pas là. Par contre, il faut faire attention, il y a un grand chapitre sur la composante neuroendocrine. Il faut la rechercher, même en post-thérapeutique. Elle ne peut pas être toujours une tête de neuroendocrine. Des fois, vous avez des aspects de glande, donc vous devez marquer. En post-thérapeutique, vous devez marquer. Et je le répète, utilisez plus de 2 anticorps. Utilisez 3 anticorps. Goula, Tarat, Saïd. C'est sur un ébus en plus. On a été sauvé que grâce que le marqueur neuroendocrine sanguin était élevé. Si forme pure, c'est-à-dire que c'est totalement neuroendocrine, plus de 50%, vous ne donnez pas de glycone. Si c'est mixte, il y a des adénocarcinomes mixtes, ADK acineux avec neuroendocrine, vous gradez la composante glandulaire. Des images pour vous dire que ça peut prendre des aspects. L'image A, regardez, on a un aspect glandulaire. Et ça existe, c'est un peu comme le pancréas. Sur la classification, ça rejoint la classification du tumeur neuroendocrine. Bien différencié à petites cellules, à grandes cellules. En grade 1, grade 2. Ça, ils ont un peu uniformisé l'approche. Juste des images pour le grade. Le grade 5, vous pouvez avoir, c'est un grade 5 à partir du moment aussi, faites attention à la nécrose. Elle va vous élever votre grade. Les comédonécroses, c'est du grade 5. Les formes solides compactes, c'est du grade 5. Les cellules isolées, c'est du grade 5. Les variants, on en trouve. Il faut faire attention parce que des fois, on peut répondre hâtivement, vous allez bien, hyperplasique. Il faut faire attention. C'est du 3, du 6, et c'est tumoral. Le fourmi aussi, ils paraissent normal. Donc attention, analysez toujours en faible et en moyen. Je le répète, c'est des pièges. Le missineux, quand vous avez ça, on se pose des fois des questions. Est-ce que c'est un primitif? Méthode d'un côlon aussi. Vous pouvez vous aider pour l'immuno pour être sûr. Les groupes, actuellement, on donne le glycone et les groupes. Les groupes ont un impact pronostique. Donnez le glycone et le groupe. Les groupes ISUP 1, 2, 3, 4, 5. Faites attention, il y a une différence entre un 3 plus 4 et un 4 plus 3. Un 3 plus 4 est un 2, un 4 plus 3 est un 3. C'est repris l'impact pronostique prouvé par la publication du groupe d'Epstein. Epstein est le père de la prostate actuellement. Et bien sûr, les éléments de la pièce, l'étendue d'extension extraprostatique, le T3A. On peut en parler par la suite. L'atteinte microscopique du col vésical et les P3A. Le marche chirurgical, on n'a pas fait ça pour la pièce, mais c'est resté la même chose à peu près. Il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, c'est la diapo de tout à l'heure. Ce qui est intégré maintenant, c'est la recherche génomique du BRCA1 et BRCA2. Par contre, ça n'a pas d'impact en fonction de l'histoire familiale. C'est pas comme dans le sein. L'OMS a enlevé la notion d'histoire familiale. Dans la classification ou dans les recommandations françaises, vous allez trouver mais l'OMS actuellement, indépendamment des histoires familiales. Si vous voulez faire des histoires familiales, n'oubliez pas le pancréas. Est-ce qu'il y a des antécédents de pancréas? N'oubliez pas l'origine ethnique. Ça a un impact. Pour le sein, dans le triple négatif, les origines afro-américaines, les gens de Marrakech, si vous vous rappelez, on avait beaucoup attention à l'origine ethnique. On en retrouve en fonction des ethnies. Maintenant, pour le sein, je vois beaucoup de triples négatifs dans la zone de Sahara, donc on commence à recevoir. Les standards, standards BRCA1, BRCA2 à faire. Les recommandés, l'instabilité microsatellite, le profil HRR. Les qu'on pourrait faire, mais pas systématiques, selon la RCP, PDL1 et PTN, parce qu'il y a des thérapeutiques possibles. Les marqueurs moléculaires. J'ai passé rapidement sur 3 éléments. L'oncotype DX, le Prolaris et le Decipher.
Personnellement, je n'ai aucune expérience. Les niveaux de preuve sont faibles. Ils auraient un rôle dans la sélection des patients, notamment dans la surveillance active. On peut en discuter, on peut voir comment l'intégrer. Mais pour l'instant, il y a eu ça c'était on sent que c'est un peu sponsorisé. Par contre, cet article-là, il a évalué, disons, étudié sur du rétrospectif et l'impact sur les groupes intermédiaires. Et il n'y a pas véritablement d'impact. Mais ça reste à voir. Personnellement, je n'ai aucune expérience. J'ai l'expérience d'un autre, mais dans les formes métastatiques et tout. Mais là, je n'ai aucune expérience de ces tests-là qui coûtent cher. Voilà, notamment pour la surveillance active. Est-ce qu'il a un rôle ou pas? Par contre, ce qu'on devrait faire, et on va travailler sur ça, excusez-moi, c'est qu'on doit avoir une recommandation de rapport qui soit standardisé. J'espère, on avait commencé ça à Marrakech à l'époque, il faut le dire, et je vous remercie. Mais maintenant, je pense qu'avec les associations, avec l'activité, avec la symbiose ANAPAT et Société d'urologie, il faut qu'on ponde au moins un compte rendu type qui soit systématique, généralisé. C'est important, pourquoi? Pour deux raisons. Il faut mettre en place des datasets. On ne sait pas ce qui se passe. Et si on veut intégrer l'intelligence artificielle, bon, ça c'est les éléments du compte rendu standard qui sont là. Si on veut intégrer ces données-là et les mettre du radiomix et de l'omix, comme a dit Ostad, pour la radiologie, sauf que j'ai un petit bémol. Ces outils-là ne vont pas remplacer les radiologues, ne vont pas remplacer les anapathes. Ils vont aider à gagner du temps, à gagner de la patientèle et à gagner de l'argent. En Suisse, les radiologues qui utilisent pour l'IRM d'intelligence artificielle ont vu leur patientèle, c'est chiffré ce que je vous dis là, augmenter de 20%. Parce qu'il y a une analyse plus, disons, pointue et aussi un gain de temps. Parce que c'est un peu répétitif. Mais remplacer l'humain, je ne suis pas d'accord. On n'a pas, Ibex a eu le FDA, nous on a utilisé un système coréen. C'est juste pour l'histoire, et j'aime bien cette histoire. Ibex est une start-up israélienne qui a été financée par les dividendes d'un groupe d'anapath français. Au lieu d'acheter des bateaux, ils ont fait 2 millions d'euros, ils ont ramené ça pour Ibex, ils ont gagné 48 millions d'euros. Ibex est mondial. Maintenant, ils ont fait des pactes avec Curie, ils ont fait des algorithmes pour le sein, et qui ont été validés FDA. Je vous remercie. Une question avant de... Est-ce que le 3+3 est un cancer pour vous? Oui. Pour les urologues? Histologiquement parlant. Parce qu'il ne donne pas de métastase, le 3+3. Pour moi, normalement, c'est un ADK qui pourrait aussi évoluer. Mais Il ne donne pas de métastase, c'est prouvé. normalement, on n'opère plus le 3+3. on fait une surveillance active. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai juste une question. C'est à table. Nous, urologues, il faut qu'on parle le même langage. Donc, dans toutes les recommandations d'urologie, recommandations internationales, on parle des UP et de score de Gleason. On ne parle jamais de GUPS comme tu l'as présenté. Les UP est proche du Gleason, est proche du GUPS dans tout, sauf dans les éléments dont je vous ai dit. Dans le tertiaire, d'accord, dans la classification. C'est les éléments de différence, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Mais en plus, personnellement, je défends le GUPS, peut-être parce que j'ai vu à Epstein qu'on a parlé, qui sont plus proches. Mais moi, sur le plan pratique, une composante 4 ou 5 a sa place dans le scoring. Je ne la mettrai pas en pourcentage, à part même à moins de 5%. Juste pour remettre un peu les choses en place, si vous avez un Gleason 3+3, mais sur les deux lobes, avec un gros volume, ça veut dire qu'il a été photographié à un moment tardif de l'évolution de cette maladie. Il faut l'opérer. Donc, le 3+3, ça rentre dans un cadre global de peu de carottes envahies. Il y a tout un canevas de suivi pour que ces malades soient versés dans la surveillance. Mais ça peut tuer. C'est vrai que le contingent des métastases des groupes 3 qui ont été trouvés, on est parti les voir, et c'était des métastases qui n'étaient pas 3+3. Elles étaient même génomiquement différentes, comme quoi venant d'autres foyers microscopiques. Je ne dis pas que c'est pas malin. Non. Alors, quand on a du 3+3 sur le 2 lobes, c'est qu'il y a un volume important et on est peut-être passé à côté d'un contingent 4.
On est passé à près d'un contingent 4. Parce que quand on a pris les patients qui ont été opérés, il y a eu 2 séries importantes de plus de 14 000 patients qui avaient du glisone à 4+4. Tous les patients chez qui on a trouvé des métastases ou des ganglions positifs a posteriori, après relecture des pièces de prostatectomie, on a trouvé du contingent 4. Hicham, une dernière question, s'il vous plaît. Ah, pardon. C'est toujours un grand plaisir que t'écouter. Une remarque avant de passer à la question. Alors, moi, très rapidement, j'avais 2 petites questions pour toi. La première par rapport au contingent neuroendocrine, parce que tu en as parlé. Effectivement, quand on ne le retrouve pas dans le primitif, est-ce qu'à la progression, il faut encore aller le rechercher? Ça, c'est la première question. Il faut le rechercher à la progression. Ce qu'on appelle ça une plasticité tumorale. D'accord. Vous résistez, comme pour le poumon ou dans le côlon, la voie neuroendocrine est une voie de résistance. En post-thérapie, non, pas vraiment. Il faut la rechercher sur une 9-10. Exactement, et en post et en progression. Ouais. Et ma deuxième remarque, c'est par rapport aux altérations génomiques, que ce soit le BRCA, la MSI, etc. Bon, on connaît leur place en situation métastatique, post-thérapeutique. À quel moment tu suggérais de les faire, de les rechercher? Parce que tu as vu comme dans le poumon, dans le sein, on cherche ces altérations le plus tôt possible. Dans le cancer de la prostate, est-ce que c'est vraiment en énième ligne après progression ou tu suggérais qu'on le fasse d'emblée lorsqu'on fait la biopsie? Quel est ton point de vue? Les indications, si un contexte, moi, le contexte familial, ethnique, me pousserait à rechercher en germinal. D'accord? Pour le traitement, l'indication, c'est le métastatique. Ce qui était intéressant à une époque, c'est de rechercher les mutations du Hersh et les fusions qui seraient prédictives des résistances. Ce qui est important, c'est de mettre le test dans le contexte thérapeutique. Et ça, par contre, on ne le fait pas souvent. Voilà, et on a eu de rares demandes, personnellement, qui n'ont pas été faites. On traite, on se dit, bon, on verra. Mais il y a des facteurs prédictifs à l'hormonorésistance sur le plan général. Oui, laquelle? Elle n'a pas d'impact, mais il le faisait avant. Maintenant, dans le volume, plus. C'est ça qui impacterait plus. Le volume et la multifocalité. Ce qu'a dit aussi tout à l'heure, le volume est important. Et le volume est un peu corrélé au score. Plus c'est de haut score, plus le volume est important. Mais maintenant, dans les recommandations, on le retrouve plus. C'est le plus local. Bonjour, professeur. Est-ce qu'un traitement hormonal peut fausser une anapathe? Oui, on sait faire voir. Ouais. Le score oui. On a reçu des biopsies, on ne savait pas qu'il y avait des traitements hormonaux. Donc il faut toujours le mentionner. Oui. Est-ce que vous donnez le score USIP? Oui, s'il n'y a pas de réponse, si ça a bien répondu, est-ce que vous le montrez sur le compte? Il faut le mettre. Ouais. Oui, Zmouri qui veut me poser une question. J'ai peur parce qu'il se gratte là. Donc, la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à la corrélation entre le glisone et l'IRM. Oui. Moi, ma question est plutôt sur la corrélation entre, par exemple, l'IRM et sur les pièces de prostatectomie, sur la cartographie des lésions. Parce que, par exemple, en radiothérapie, là, les études qui sont en train de tomber, là, c'est qu'on commence à faire des micro-boosts que sur la lésion qui était visible sur l'IRM. Donc, du coup, moi, ma question est la suivante. Est-ce que sur, par exemple, les pièces de prostatectomie, a posteriori avec l'IRM, est-ce que ça concorde? Ou, par exemple, on retrouve des lésions, par exemple, dans un lobe contralatéral qui n'ont pas été visibles sur... J'ai parlé pratique, je n'ai pas d'idée d'études sur ça. Vous pouvez trouver effectivement la lésion, quand vous l'orientez et tout. Ça nous aide à la retrouver. Et après, quand c'est des gros volumes, on trouve d'autres foyers à côté. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, les études font quoi? Prennent l'IRM, reprennent la pièce, labellisent les zones, et les recherchent sur l'IRM. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, opérer sur une IRM
son chirurgie se base sur ça. Parce qu'ils font des protocoles de AI qui va diagnostiquer les foyers et vont dire que c'est tumoral parce que ça a été labellisé. Ils veulent se passer de la biopsie. Sauf que parfois la biopsie a un intérêt médico-légal, peut aider à un test génomique, peut aider à autre chose. Mais bon. Mais vas-y. Alors, avec l'avènement des antiparp actuellement, est-ce qu'il faut rechercher le BRCA1 et 2 dès la biopsie, dès le départ, ou bien il faut attendre jusqu'à... Dans les indications, ce qu'on a dit, c'est dans métastatique, mais ça serait intéressant de le faire dès le départ. Moi, personnellement, j'ai toujours défendu de faire les tests génomiques dès le départ. Vous savez à quoi vous avez affaire. Vous pouvez cartographier votre approche par la suite. Vous dites, voilà, c'est comme dans le sein. On s'en est rendu compte dans le sein. Plus on tardait, des fois on se mordait les doigts de ne pas l'avoir fait tôt. Je pense que la prostate, ça va être dans le même sens. On sait où la... Ouais. Une question? Tout à fait. Mais je pense aussi un impact plutôt génomique et savoir à quoi on a affaire. Voilà. Et aussi de dataset, d'épidémiologie. C'est Attar. Donc pour introduire Sifkak et faire une connexion entre... Je passe les non. avec lui, Oui, d'accord. Donc, pour faire connexion entre vous deux. C'est mon mentor. Merci. Je vous remercie. Attends, c'est Attar, pour faire la connexion entre vous deux. Oui. Pour le cancer à haut risque, aujourd'hui on parle de traitement néoadjuvant. Et les chirurgiens qui font du traitement néoadjuvant disent que, a priori, ils auraient de bons résultats. Est-ce que c'est le fait de bons résultats réels ou est-ce que c'est une mauvaise lecture en apathe secondaire au traitement néoadjuvant? Donc, c'est Kakabou la question. Hicham, une dernière C'est question. pour ça que j'ai fait la connexion entre les deux. C'est pas une connexion, ça. C'est un coup de circuit, là. On verra. Hicham, une dernière question. Oui. C'est par rapport à la composante neuroendocrine. Oui. On fait l'immunomarquage sur suspicion ou chaque fois qu'on a un cancer indifférencié? C'est le haut grade, il faut le faire. Chaque fois qu'il y a un haut grade. Il faut le demander.